Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire proposé par la plateforme d'observation sociale Occitanie. Merci d'être au rendez-vous. Nous allons donc ce matin nous intéresser à la question de la participation des publics accompagnés. Alors les vertus de la participation citoyenne, quand elle est bien menée, ne sont plus à démontrer. Écouter et intégrer à un stade précoce les réflexions de tous les publics concernés par un projet et a fortiori par une politique publique répond à un enjeu fort de démocratie et de cohésion sociale. La participation des publics, néanmoins, ne se décrète pas et elle doit être anticipée, réfléchie et encadrée pour être probante. Nous allons donc nous arrêter sur 2 projets menés en Occitanie qui permettent une évolution des pratiques professionnelles à travers le recueil de la parole des personnes concernées. Et je vais maintenant inviter nos intervenantes à nous rejoindre. Alors, dans un premier temps, l'Institut régional du travail social, donc IRTS de Perpignan, va nous exposer la méthode et les effets produits par une intervention du Comité d'études de la protection de l'enfance du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales durant la 2e année de formation de moniteurs éducateurs. On y parlera entre autres choses croisement des savoirs, méthode chère à ATD Carmonde créée par l'association et dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises à la Poste. Je remercie donc Elsa Piou et Marie Gagé de l'IRTS d'avoir accepté notre invitation. Dans un second temps, donc la mission inspection-évaluation de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, Occitanie, et la coopérative La SCOP, La Grande Bobine, présenteront les apports du design social pour recueillir la parole des majeurs protégés afin de produire des connaissances liées à l'expérience et d'alimenter l'axe de la participation du schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Voilà, donc mesdames, je vous laisse la parole et je vais vous laisser le soin aussi de vous présenter plus en détail. Donc moi, je m'appelle Elsa Piou, je suis cadre pédagogique à l'IRTS de Perpignan. L'IRTS, c'est l'Institut régional de travail social. Et donc j'interviens dans les formations d'étudiants et je coordonne aussi un projet qui s'appelle le Pôle ressources en développement social, qui est piloté par l'IRTS en partenariat avec le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, celui de l'Aude, et la CAF, la Caisse d'allocation familiale des Pyrénées-Orientales. Et je vous dis ça parce que du coup, c'est dans ce cadre-là que j'interviens beaucoup auprès soit des étudiants, soit de professionnels qui sont des travailleurs sociaux ou des cadres de l'intervention sociale, puisque l'objectif du PRDS, c'est d'accompagner les professionnels, mais aussi des bénévoles associatifs, vers des modes d'intervention qui soient plus collectifs et participatifs, plus démocratiques et plus transversaux entre différentes structures. Donc dans ce cadre-là, on organise des journées d'études, des groupes de travail, on accompagne des projets, et il y a toujours cette question de participation et de pratiques démocratiques qui sont en jeu. Voilà. Moi, c'est Marie Gagé, cadre pédagogique aussi au sein de l'IRTS de Perpignan. Plus particulièrement, je coordonne la formation de moniteurs éducateurs, la 2e année, et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que nous proposons à des étudiants des temps de rencontre, de croisement avec des personnes qui sont accompagnées. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'occasion de travailler avec Elsa, le conseil départemental. Pour cette intervention, je vous propose de vous expliquer un petit peu le plan de cette demi-heure avant de passer un temps d'échange. Elsa va présenter un peu le contexte institutionnel ayant permis déjà de penser puis ensuite de travailler la question de la participation des personnes accompagnées au sein de l'IRTS, l'Institut régional de travail social de Perpignan, qui est un centre de formation. Ensuite, je présenterai plus particulièrement la formation moniteur-éducateur. De quoi s'agit-il? Et comment on l'inscrit depuis plusieurs années, on inscrit effectivement des temps de participation dans ce processus de formation. Ensuite, on se focalisera plus particulièrement sur une expérience qu'on a menée en mars 2023 auprès du comité des jeunes,
ce temps de croisement qu'on va développer tant dans sa méthodologie, dans la préparation de la rencontre, du déroulé de la rencontre et ensuite, enfin, des effets de cette participation, de cette rencontre et ce croisement de regard sur une thématique sur la santé mentale en protection de l'enfance. Quels effets on a pu percevoir chez les jeunes, chez les étudiants et aussi pour nous, centre de formation et cadre pédagogique. Donc, Elsa, je te laisse présenter le contexte institutionnel. Ok. Donc, concernant le contexte, pour ce qui est de l'IRTS, la participation des personnes, alors on parle de personnes accompagnées, dans la formation des étudiants, c'est inscrit dans notre projet pédagogique depuis environ 2014 et c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour nous. Depuis plusieurs années, on s'est vraiment engagé dans ce type de dynamique et pour nous, on a fait le choix de proposer à des collectifs, donc on est souvent on est toujours sous la forme de solliciter des collectifs de personnes accompagnées, de personnes qui vivent des situations d'exclusion, que ce soit dans le domaine de la protection de l'enfance, que ce soit des personnes qui connaissent la pauvreté ou la précarité, des personnes qui vivent des maladies psychiques ou du handicap mental. On part du principe que justement, c'est en travaillant avec ces personnes qui vivent des situations d'exclusion que on va pouvoir croiser leur savoir, leur analyse avec des étudiants en travail social. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire. On propose aussi ces temps de croisement à des professionnels, entre des professionnels et des collectifs de personnes accompagnées. Donc c'est une démarche qu'on a pu développer, que ce soit en formation, pour mener des projets ensemble, ou on a aussi été associés à des démarches pour mener des recherches en croisement. Donc ça nous a permis de nouer et de renforcer plusieurs partenariats au niveau national et au niveau local. Et localement, on travaille beaucoup avec le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, donc qui aurait dû être avec nous pour présenter. Et c'est un souci aussi que le conseil départemental porte, enfin une démarche qui est portée aussi par le conseil départemental, notamment dans le secteur de la protection de l'enfance, mais pas uniquement. Et dans le secteur de la protection de l'enfance, depuis 2017, existe un comité des jeunes, donc qui a été monté dans le cadre de l'ODPE, l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance. Et l'idée, c'est que ce sont les jeunes qui sont les mieux placés, entre guillemets, pour pouvoir donner leur avis sur les politiques publiques, les politiques sociales qui sont mises en œuvre et qui concernent la protection de l'enfance, pour faire remonter ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, pour faire remonter aussi l'accompagnement qui leur semble important à mettre en place. Donc ces jeunes, ce comité des jeunes, depuis 2017, donc il y a un groupe qui tourne, c'est pas toujours les mêmes jeunes, mais donc ils sont de 11 ans à... Alors maintenant, il y a aussi des jeunes majeurs et l'ADEPAP qui s'est associé à la démarche. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment de faire remonter la vie, l'analyse des jeunes sur ce qui concerne la protection de l'enfance. Donc, l'IRTS... Juste à Elsa l'ADEPAP, l'association départementale d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance. Oui. Et donc là, c'est les jeunes majeurs qui sont mobilisés dans ce cadre-là. Donc, pour mener ces démarches de participation entre des collectifs de personnes accompagnées et des étudiants ou des professionnels, on s'inspire énormément et on s'appuie sur une démarche qui est celle du croisement des savoirs et des pratiques, donc qui a été pensée par le mouvement ATD Quart Monde, Agir pour tous pour la dignité, Agir avec tous pour la dignité, et des partenaires donc d'ATD Quart Monde. Cette démarche, elle est présentée dans la charte sur le croisement des savoirs et des savoirs et des pratiques avec les personnes en situation de pauvreté. Je crois que Rémi pourra vous mettre le lien pour aller voir cette charte. Elle est disponible sur Internet. Nous, ce qui nous a intéressé dans cette approche au niveau éthique et au niveau méthodologique, c'est que on part du postulat que les personnes qui vivent des situations d'exclusion ont un savoir unique,
et que ce savoir, il est essentiel à prendre en compte si on veut pouvoir faire changer des choses, si on veut pouvoir modifier des situations d'injustice, notamment. Et on part aussi du principe que dans la société, il y a plusieurs savoirs qui existent, les savoirs d'expérience, les savoirs d'action, ceux qui sont plutôt ceux des professionnels qu'ils ont forgés dans le cadre de leur formation et de leur pratique, et les savoirs plutôt des chercheurs ou les savoirs universitaires. Dans la société, il y a des rapports inégalitaires entre ces savoirs, et donc là, l'idée de la démarche, c'est de créer un cadre artificiel dans lequel des personnes qui sont porteuses de ces différents savoirs vont pouvoir se rencontrer et dialoguer autant que possible sur un pied d'égalité pour pouvoir ensemble créer des connaissances qui n'existaient pas auparavant, qui vont soit aider la recherche, soit aider à mieux se comprendre pour mieux travailler ensemble, aider à prendre du recul sur sa pratique, aider à monter des projets qui soient réellement adaptés. Donc, parmi les modalités qui pour nous sont des points de repère, il y a le fait que ce soit toujours des collectifs qu'on fasse intervenir. On ne sollicite pas des personnes individuelles. Et c'est à partir des expériences individuelles que les personnes ont qu'elles vont élaborer ce savoir collectif qui, lui, va être partagé soit avec des étudiants, soit avec des professionnels. Et les étudiants et les professionnels ont aussi ce processus d'élaboration collective avant la rencontre. Donc on n'est pas sur le registre du témoignage personnel du tout. On favorise aussi le fait que les personnes qui vont intervenir fassent partie de collectifs ou en tout cas d'espaces où ils vont pouvoir aussi échanger avec leurs pairs, PAIR, et du coup ne pas s'appuyer aussi sur la parole d'autres personnes et ne pas être seul avant et après leur rencontre avec les professionnels et les étudiants. Ils sont aussi accompagnés par un animateur ou une animatrice qui va pouvoir les soutenir dans l'élaboration de la parole collective. Et on essaye de faire en sorte, à chaque fois qu'un collectif intervient, que des personnes éloignées de la participation fassent partie du groupe pour qu'il y ait une parole qui soit aussi la leur, qui soit portée par le groupe. Et c'est souvent des paroles qu'on n'entend pas habituellement, même si on a l'habitude de travailler avec des personnes qui vivent des situations d'exclusion dans le cadre professionnel. Ce qui se passe dans ces espaces-là, la parole à laquelle on a accès dans ces espaces-là est souvent assez inédite et très différente de celle à laquelle on peut accéder dans le registre professionnel puisque les conditions de la rencontre sont très différentes. Et donc voilà, pour nous, c'était vraiment essentiel que les étudiants aient accès à ces différents types de savoirs, les savoirs universitaires, les savoirs professionnels, mais aussi aux savoirs issus de l'expérience des personnes qui vivent des situations d'exclusion dans le cadre de leur formation. Donc, Marie va pouvoir vous présenter plus spécifiquement, dans le cadre de la formation moniteur-éducateur, comment on en est arrivé à solliciter le comité des jeunes et les expériences qu'il y avait eu avant. Oui, sur donc l'IRTS, l'Institut régional de travail social, un centre de formation qui forme à plusieurs métiers, dont le métier de moniteur-éducateur. Moniteur-éducateur, ce sont des professionnels qui interviennent dans l'accompagnement de personnes en situation de vulnérabilité. Ils interviennent dans différents champs, que ce soit de la protection de l'enfance, dans le champ du handicap ou dans l'insertion sociale. Et c'est des professionnels du quotidien. La formation, si je vais la résumer très rapidement pour ceux qui la connaissent pas, elle est sur 2 ans. Elle se pense sur 2 ans en alternance entre des cours sur l'IRTS et des temps de terrain. Qu'on dit de terrain, de période de professionnalisation. Les étudiants que nous accueillons sont soit arrivent en voie directe, soit en cours d'emploi ou par la voie de l'apprentissage. Dans la formation, on aborde effectivement des cours de sociologie, de psychologie. Ils rencontrent des professionnels, mais ils se forment donc à des savoirs, comme disait Elsa, universitaires et professionnels. Nous abordons, par exemple, la protection de l'enfance, ces thématiques-là, les politiques sociales,
Et il paraît important dans ces thématiques-là de pouvoir laisser effectivement de la place sur les savoirs expérientiels. Donc en fait, ça fait plusieurs années que sur la formation de moniteurs éducateurs, nous proposons des temps de rencontres, des temps de croisement avec différents collectifs. La notion de collectif est important, comme le disait Elsa, parce que l'idée, c'est vraiment pouvoir poser un savoir, travailler sur un savoir et non sur un témoignage qui est individuel. Et donc, ça demande effectivement une certaine méthodologie, ça demande une préparation et ça demande à ce que les étudiants, ainsi que des collectifs du territoire qui sont des personnes qui sont accompagnées ou concernées par différentes problématiques, puissent travailler en amont sur des thématiques diverses. Donc, ça fait 5 ans qu'on propose différents types de rencontres, d'espaces, comme disait Elsa, artificiels. Donc, on a pu travailler, des étudiants moniteurs éducateurs ont pu travailler avec des personnes qui composent un GEM, un groupe d'entraide mutuelle. C'est des personnes qui présentent un handicap psychique. On a pu travailler avec des personnes en situation de précarité et pauvreté, avec un collectif du réseau ressources, pour travailler sur la notion de parcours. Et là, en 2023, c'est un petit peu l'expérience que nous allons plus particulièrement aborder maintenant, c'est comment on a pu travailler sur la thématique de la santé mentale en protection de l'enfance. Donc, les étudiants, qui étaient au nombre de 30, ont pu effectivement travailler en amont et préparer cette rencontre avec le comité des jeunes et des jeunes effectivement de l'ADEPAP. Donc, je te laisse peut-être, Elsa, expliquer un peu la préparation. Maintenant, on va vous expliquer la préparation du côté des jeunes et du côté des étudiants avant d'expliquer le déroulé de cette rencontre. C'est une thématique qui a été choisie. Alors, avant de commencer à faire intervenir un groupe, donc là, en l'occurrence, le comité des jeunes et des jeunes de l'ADEPAP, donc des jeunes majeurs qui étaient auparavant accompagnés dans le cadre de la protection de l'enfance, il est important que le thème soit un thème qui leur convienne, qui soit choisi aussi par eux. On vérifie que c'est un thème qui intéresse également les étudiants, mais on part aussi beaucoup de leurs préoccupations ou de ce qui leur semble important à mettre en discussion. Donc là, c'est un thème qui avait été travaillé par les jeunes déjà, notamment ceux de l'ADEPAP, donc les jeunes majeurs, puisqu'ils avaient préparé cette thématique pour intervenir dans le cadre de la première rencontre annuelle entre l'aide sociale à l'enfance et la psychiatrie. Et donc cette rencontre, elle était organisée par l'ONPE, donc l'Observatoire national de la protection de l'enfance, à Paris en septembre 2022. Et à partir de cette intervention-là, ça les intéressait de creuser sur qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir bien ou pas bien en protection de l'enfance. Et donc cette question-là a été travaillée par le comité des jeunes. Donc il y avait des jeunes de 11 ans à 17 ans et ceux qui ont participé finalement à la rencontre avec les étudiants avaient de 11 à 16 ans. Il y avait 5 jeunes du comité des jeunes et 3 jeunes de l'ADEPAP, 2 qui venaient des Pyrénées-Orientales et 1 qui venait de Tours. Donc ils ont pu en amont se rencontrer entre les jeunes du comité des jeunes, entre les jeunes de l'ADEPAP et préparer un support, d'abord se mettre d'accord sur ce qui était important pour eux à dire et ensuite l'organiser et pouvoir vérifier donc qu'ils étaient bien tous d'accord. Donc ils ont préparé une affiche ensemble et ils ont préparé, donc les jeunes aussi de l'ADEPAP ont finalisé un texte d'une intervention. Ce qui est important dans ce temps de préparation, c'est aussi qu'ils puissent vraiment faire groupe, c'est-à-dire entre parfois des jeunes de 11 ans et des jeunes de 21 ans, il peut y avoir des préoccupations tout à fait différentes. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est qu'ils se reconnaissent comme étant pairs, malgré leurs différences, et qu'ils puissent identifier le commun, ou alors ce sur quoi il y a du débat et ce sur quoi ils seraient pas d'accord et qu'ils aimeraient porter à connaissance des étudiants, en l'occurrence.
Voilà, donc il y a eu plusieurs rencontres en amont et qui étaient animées par les animatrices du comité des jeunes. Donc il y a 2 professionnels qui étaient en soutien. Donc Noélie Cavendlinger qui aurait dû être avec nous aujourd'hui et qui est excusée, et Anne-Sophie Schmidt, donc qui est aussi dans l'animation de ce groupe. Il y a un point de vigilance concernant l'animation, c'est que ce sont des professionnels. Alors là, ce sont des professionnels du conseil départemental, mais qui n'ont pas de lien avec ces jeunes dans le cadre de leur accompagnement. Donc ça, c'est quelque chose qui était important au niveau éthique et méthodologique, c'était de s'assurer que dans l'accompagnement du comité des jeunes pour les aider à porter cette parole collective, les professionnels qui les accompagnent sont des professionnels qui n'ont absolument pas d'influence possible sur leur parcours individuel et qui ne connaissent pas leur parcours individuel, qui n'ont pas connaissance de leur dossier. Et voilà. Donc ça, c'était pour le côté des jeunes. Donc Marie, si tu veux présenter du côté des étudiants la préparation. Alors, au niveau des étudiants, effectivement, cette rencontre, elle se prépare, elle s'explique. Donc, il y a eu un premier temps de présentation, effectivement, sur la démarche, déjà, sur la démarche dans sa méthodologie et de son éthique. Qu'est-ce qu'on attend de cette rencontre? Et effectivement, ce point de vigilance qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons des étudiants qui sont en cours d'emploi, qui étaient susceptibles, effectivement, de connaître des personnes du comité des jeunes. Donc, nous avons fait attention, effectivement, à ce qu'il n'y ait pas de lien de dépendance, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un étudiant qui soit sur un poste éducatif faisant fonction d'éducateur et qui ait un rapport de dépendance qui aurait peut-être pu empêcher des jeunes de s'exprimer. Donc, nous avons été vigilants. Ça n'a pas empêché que des personnes se connaissent d'expériences antérieures dans le cadre de stages courts, je précise, des étudiants avec des personnes du comité des jeunes, du comité des jeunes. Donc, il y a eu ce souci-là. Ensuite, ce qui a été au travail auprès de 30 étudiants, c'est qu'est-ce qui nous paraît finalement prioritaire à faire en tant que moniteur éducateur pour contribuer au bien-être des jeunes en protection de l'enfance. Donc, c'est une question qui est assez large et où il faut prendre effectivement la dimension de l'asymétrie, c'est-à-dire que 30 étudiants face à 7-8 jeunes, face à un petit groupe du comité des jeunes, organiser effectivement cette parole et organiser cette méthodologie pour faire ressortir les éléments les plus importants à transmettre. Donc, il y a eu 2 autres temps supplémentaires où ils étaient en groupe de 5 étudiants pour préparer des affiches différentes en mettant les points clés pour eux qui leur paraît prioritaires. Et ensuite, une fois que chaque groupe d'étudiants ont pu mettre en valeur leurs priorités, les éléments qu'ils voulaient porter aux jeunes, ils se sont réunis pour constituer une seule et même affiche avec des éléments qui représentaient, qui étaient portés en tout cas par l'ensemble de la promotion. Donc ça, c'était ce qui était essentiel avant la rencontre. Elsa, je te laisse expliquer la première partie de la rencontre, du coup. Oui. Et ce que j'ai pas aussi dit pour les jeunes, c'est qu'il y avait bien sûr l'idée du volontariat. C'est-à-dire que si des jeunes ne souhaitent pas participer à la rencontre, ils n'y participent pas, il n'y a aucun caractère obligatoire. Et là où on a souvent été assez agréablement surpris, donc que ce soit avec le comité des jeunes ou avec d'autres collectifs de personnes qui ont l'expérience d'exclusion, c'est que souvent le fait d'intervenir auprès d'étudiants leur paraît très concret et leur fait vraiment envie. Enfin, c'est quelque chose qui les motive. Donc là, 3 jeunes de la DEPAP et 5 jeunes du comité des jeunes ont participé. Ils étaient accompagnés de deux animatrices. Et donc la rencontre s'est passée sur une grosse demi-journée. Et le matin, on a commencé par introduire les objectifs. Donc, je vais vous les lire pour que vous voyez un peu
ce qui était important pour nous à ce moment-là. L'idée, c'était de faire en sorte que dans la formation des étudiants, il n'y ait pas que les savoirs professionnels et des chercheurs, mais que ça intègre aussi les savoirs, réflexions, analyses des personnes qui sont accompagnées par les professionnels. Donc, ce jour-là, les jeunes de la protection de l'enfance. Et l'idée, c'était aussi, dans nos objectifs, un point important, c'était de permettre à ces jeunes de la protection de l'enfance de prendre part pleinement à la formation des travailleurs sociaux et de pouvoir dire ce qui était important pour eux, au niveau de ce que les futurs travailleurs sociaux devaient savoir. Donc, et plus particulièrement concernant la thématique, donc sur ce qui contribue ou empêche le bien-être quand on est un jeune en protection de l'enfance. Donc, on a aussi introduit des règles de fonctionnement, des points de repère qui sont issus de cette démarche dont on s'inspire, le croisement des savoirs. Donc, l'idée que les savoirs sont complémentaires et que du coup, aucun des deux groupes n'a la vérité complète, que c'est dans l'échange avec l'autre aussi qu'on va réussir à mieux se comprendre et à pouvoir à créer des connaissances nouvelles. Et que du coup, ça suppose que chacun, de sa place, soit dans une posture d'écoute et de recherche, dans le sens où on accepte de faire de la place à ce qu'amène l'autre dans notre tête, dans notre réflexion. Donc, l'idée de la complémentarité entre ces savoirs, de l'écoute, mais de l'écoute qui est vraiment à la fois dans les petits groupes de pairs et en grand groupe, qui signifie aussi ne pas couper la parole, par exemple, ne pas finir les phrases à la place des autres. Le fonctionnement en groupe de pairs. Donc, quand on travaille comme ça, on leur dit souvent que pour bien se rencontrer et bien travailler ensemble, pour commencer, on se sépare. Donc, ça peut être très choquant ou très gênant pour certains, mais du coup, donc là, la préparation avait été faite séparément, en groupe de pairs. Donc, on n'a pas refait tout de suite cette séparation, mais les gens étaient assis en groupe de pairs. C'est-à-dire que d'un côté de la salle, étaient assis ensemble les jeunes avec les animatrices du comité des jeunes et du groupe des jeunes. Et donc, dans une autre partie de la salle étaient assis les différents petits groupes d'étudiants avec leur animatrice, la formatrice qui les accompagnait. Donc l'idée, c'était pas de se mélanger, en tout cas dès le début, de s'asseoir de manière complètement aléatoire. C'était très organisé à ce niveau-là. Et dans l'idée de pouvoir aussi faire apparaître dans l'espace ces différents groupes et d'organiser la répartition de la parole et de cette rencontre entre ces différents groupes, et pas de personne à personne. C'est une rencontre de groupe à groupe et pas d'individu à individu. Voilà. Donc, l'idée, c'était pas du tout de reproduire ce qui se passe dans la société, qu'un éduc puisse discuter avec un jeune sur ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas, mais que c'était vraiment de partager des choses préparées collectivement et ensuite des réflexions collectives. Donc, on a eu des temps qui se sont alternés où chaque groupe a pu présenter un travail qu'il avait préparé en amont. Donc, la première chose, c'était de se présenter. Donc, le comité des jeunes de l'ODPE a pu se présenter, donc de la façon qu'il avait souhaité le préparer. Et les étudiants ont pu aussi se présenter. Donc, notamment, le comité des jeunes de l'ODPE a pu dire que ils étaient les seuls à savoir et à pouvoir dire ce qui se passe du côté des jeunes, et que le comité des jeunes leur permettait d'exprimer leur avis, leurs idées, de proposer des idées, de parler au nom d'autres jeunes, de défendre l'opinion des jeunes qui est différente de celui des professionnels, et qu'ils étaient là pour pouvoir changer les choses pour eux et pour les autres jeunes. Ils ont aussi pu préciser plusieurs éléments, mais notamment le fait qu'ils se mettaient d'accord sur ce qui devait sortir du groupe, et qu'ils discutaient d'abord entre eux, et que donc ils décidaient de ce qu'ils allaient dire. Donc, ils peuvent avoir des choses à dire à des directeurs, des professionnels, le comité technique de l'ODPE, donc l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, ou le comité de pilotage, ou dans d'autres lieux. Donc, suite à la présentation de chacun, il y a toujours un temps de question de compréhension pour être sûr qu'on se comprend bien. Il y a également eu donc la présentation des jeunes de l'ADEPAP. Qu'est-ce que c'est que l'ADEPAP ? Donc l'association départementale d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance. Et les étudiants ont aussi pu présenter ce que c'est qu'un moniteur éducateur, comment ils expliquaient ce que c'était que leur métier.
Donc, suite à cet échange-là qui a amené quelques questions de compréhension, on est passé au premier thème. Donc, les étudiants avaient préparé une affiche sur qu'est-ce qui vous paraît prioritaire à faire en tant que moniteur éducateur pour contribuer au bien-être des jeunes. Et les jeunes mineurs avaient préparé une affiche aussi sur qu'est-ce qui fait qu'on peut se sentir bien ou être bien en protection de l'enfance. Et les jeunes majeurs, la même question. Les étudiants avaient préparé une affiche où on retrouve beaucoup de mots en lien avec leur formation, ce qui est normal. Ils parlent de relations de confiance, d'écoute active, d'accompagnement bien traitant, bienveillant, de choses comme ça qui leur semblent importantes dans ce que l'éducateur peut faire pour contribuer au bien-être des jeunes. Et donc, les jeunes qui avaient fait ce même type de travail préalable ont pu mettre en avant d'autres idées, et notamment ce qu'ils ont présenté de manière la plus forte était le fait que pour eux, c'était important que, pour se sentir mieux, que les stagiaires ne nous donnent, donc je cite, « Je me sentirais mieux si les stagiaires ne nous donnent pas leurs problèmes à eux, ils nous font nous sentir mal. » Également, on a déjà nos problèmes et il ne faut pas que les éducs nous transmettent leurs problèmes. Un autre, je me sentirais mieux si les éducs ne sont pas grincheux. Donc là, l'idée c'était suite à et donc il y avait aussi l'affiche des jeunes majeurs qui notamment parlait de la question de l'entourage qui était importante pour eux. Donc le principe ensuite, c'était de pouvoir échanger entre les groupes, donc de pouvoir s'assurer qu'ils avaient bien tous compris ce qui était présenté, et ensuite de réagir à ces affiches. Et ce qui a été très frappant dans les premières réactions, notamment des étudiants, c'était la surprise, l'étonnement de voir l'analyse qu'avaient pu proposer les jeunes. Alors, il y a eu d'autres choses qui ont été échangées après sur ce qu'ils ont dit, et de se rendre compte de l'impact de leur discours, notamment quand ils parlaient de difficultés liées au fonctionnement de l'institution ou liées à un statut de stagiaire pour les étudiants. Je passe sur la suite. Je laisse la parole à Marie puisqu'il nous reste quelques minutes. Oui, donc on va essayer de faire vite, mais dire l'essentiel. Oui, dans ce temps de rencontre aussi, il y a 3 jeunes majeurs qui ont pu effectivement expliquer aussi le texte, comment ils définissaient la santé mentale. Le texte qu'ils avaient présenté à la journée organisée par l'Observatoire national de la protection de l'enfance, et ce qui ressortait effectivement, c'était que la santé mentale il la définissent comme un état de bien-être, mais qui peut se trouver seulement si on laisse exprimer toutes les émotions des enfants en protection de l'enfance, que ce soit la joie, mais aussi la colère et la tristesse. Et ils ont porté 3 points qui étaient importants. Pour eux, c'était effectivement la confiance entre le jeune et le professionnel, la question des loisirs, et le 3e point qui concernait plus les psychologues et psychiatres. Ils exprimaient leur analyse sur cette confiance entre jeunes et professionnels qui peut être complètement bloquée. Pourquoi ? Parce que les professionnels quelquefois leur parlent et puis préparent leur équipe, parlent en réunion, parlent d'eux, sans les informer. Donc il y a la question du secret professionnel et la question du consentement, de prendre cette parole-là à leur place. Il y a effectivement la question de l'émotion qui est sortie, l'importance effectivement pour les professionnels d'être formés. Il faut être formé pour pouvoir gérer des émotions, mais ça ne doit pas empêcher de montrer des émotions, et que l'inquiétude des professionnels pour les jeunes était importante pour eux aussi. La question des loisirs, qu'il fallait vraiment prendre en compte tout ce qui entourait les personnes, les jeunes, que ce soit dans son environnement, dans son entourage et dans ses loisirs, à l'extérieur des maisons d'enfants à caractère social, des foyers. Et de faire attention aussi, c'est important parce que ça a énormément marqué les étudiants, c'est ce langage qui est très professionnel, parce que je vais parler de suite des effets chez les étudiants. C'est que effectivement, ça fait pendant 2 ans, ils ont appris un langage, une culture professionnelle, un langage professionnel, et avec une recherche effectivement
de reconnaissance des pairs, reconnaissance sur le terrain, reconnaissance dans leurs écrits, avec toujours cette question-là des attendus certificatifs qui dépendent d'un diplôme d'État qui va les reconnaître. Et ils auraient tendance, en fait, on a tendance, effectivement, à apporter un langage qui nous paraît de plus en plus naturel pour les professionnels. Donc, par exemple, quand je parle de loisirs, effectivement, les jeunes ont bien pu pointer aux étudiants, et ça les a marqués, c'est qu'on parle de transfert, on parle pas de vacances, comme on parle d'ailleurs de vêture, on ne parle pas d'habits. Et cela, ça nous rend, c'est quelque chose que les étudiants apprennent, qu'on leur apprend, que ce soit sur le terrain ou dans la formation. Et après, on perçoit ce décalage-là. Sur ce temps de rencontre, les étudiants, ce qui est marquant, c'est que il faut dire que comme on a expliqué la méthode, effectivement, elle paraît pas naturelle. Donc, les étudiants qui sont très contents toujours de rencontrer un comité, un collectif de personnes, vont être toujours surpris parce que finalement, avec la recherche de symétrie et cette demande de laisser prendre une parole collective, ça va les mettre dans une situation où ils n'ont pas forcément l'habitude. Il y a toujours ce moment de gêne en disant ah mince, en fait, je m'attendais à avoir des jeunes qui revendiquent un peu et que je puisse avoir du répondant. Et c'est pas ça qui se fait. C'est une situation où ils se trouvent souvent, enfin que ce soit avec ce qui s'est passé dans cette expérience-là, un peu bête. C'est-à-dire, ils l'ont pu exprimer après, dans leur retour, on s'est senti bête parce que finalement, on pensait gérer, même si vous nous l'aviez dit, la préparation, on pensait que ça allait être facile, ça n'était pas tant que ça. Et ça permet de repenser effectivement le savoir, l'expertise vraiment des personnes qui l'accompagnent, émancipées de cette relation éducative dans cet espace artificiel. Et enfin, de forcément, du coup, remettre en question leur pratique, puisqu'ils se rendent compte à ce moment-là, en tout cas, ils se sont rendus compte dans cette rencontre, que lorsqu'ils parlent de bientraitance, ils étaient plus dans la question de la bienveillance, dans l'intention, et que dans leur pratique, même si c'est souvent bien intentionné, dans leur surprotection, dans la manière de parler des jeunes auprès des professionnels, il y a quelque chose dans leur pratique qui était à revoir pour être plus dans la bientraitance. Et c'est quelque chose qui se fait, ces rencontres, j'ai peut-être oublié de le dire, en fin de formation. Donc, en fin de deuxième année, un mois avant le diplôme. Et c'est vrai que ça perturbe et en même temps, ça les prépare à une professionnalisation plus authentique et avec des savoirs pluriels. Voilà. Pour les jeunes, du côté des jeunes, l'aspect principal qu'ils ont pu dire sur ce que ça fait changer, c'est la prise de conscience qu'ils ont eue, qu'ils ont des connaissances que les professionnels ou les étudiants n'ont pas, et l'importance de partager ces savoirs-là. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont pu faire remonter du plus petit au plus âgé. Et après, pour nous, en tant que centre de formation, ça nous fait à chaque fois réfléchir à nos modalités et à nos façons de travailler, et notamment le fait que les jeunes majeurs parlent beaucoup de la question de leur réseau, et ils en ont reparlé sur une autre intervention qu'ils ont eue plus tard. Ça nous a amené le réseau et le stress lié au passage à la majorité. Ça nous a amené aussi à prioriser, par exemple, et à mettre en place des formations pour les professionnels, là, pour cette année, en lien avec ces questions-là. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous deux pour cette présentation. Alors, Corinne Daran qui demande, est-ce que vous avez rencontré des collectifs en lien avec le RSA, type groupe ressources? Merci de votre retour. Alors, on est en lien avec des groupes ressources de l'Aude. Pour l'instant, ils sont pas intervenus dans la formation, mais on est en lien aussi avec plusieurs collectifs dans les Pyrénées-Orientales. Donc, le comité de réflexion à partir de l'analyse directe de la pauvreté et de la précarité, qui est accompagné par le conseil départemental aussi. Donc, ce sont des personnes qui sont allocataires du RSA et donc qui sont aussi intervenus déjà dans la formation. Et dans le cadre d'un projet qu'on anime, donc qui s'appelle le réseau ressources sur les démarches participatives. C'est un groupe où il y a des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté ou de la précarité, des professionnels du travail social ou de l'intervention sociale et des bénévoles associatifs. Donc ce groupe-là est déjà aussi intervenu plusieurs fois en formation.
Et on est en lien avec des associations aussi locales, dont ATD Quart Monde au niveau régional, qui ont pu aussi participer à des temps de formation. Enfin, on a pu aussi co-organiser avec eux des co-formations ou des temps de formation. Voilà, donc avec des personnes qui vivaient des situations de précarité ou de pauvreté. Et dans différentes filières, dans les différentes formations, que ce soit auprès des éducateurs spécialisés ou des moniteurs éducateurs. Le mois dernier, nous avons sollicité un collectif, le collectif du conseil départemental, pour travailler la question de l'environnement du travail social. Nous avons mis cette thématique au travail, étudiants, moniteurs, éducateurs, avec un collectif du conseil départemental des personnes qui ont l'expérience de la précarité ou de la pauvreté. Très bien, merci pour cette précision. Sonia Auré qui vous remercie beaucoup et qui fait cette remarque très intéressante. Cela va participer à mes réflexions sur la référence de parcours que l'on souhaite mettre en place dans l'Aude. Rémi Lardelier vous demande, avez-vous pour projet de renouveler l'expérience pour cette formation ou d'autres, ou l'avez-vous déjà fait? Alors, juste pour moniteur éducateur, c'est vrai que ça devient vraiment des temps qui sont marqués dans la formation et qui, là, on en discute, qui tend à prendre plus de place avec, enfin, en tout cas, où on aimerait aller que ça prenne de plus en plus de place dans toutes les thématiques dans les 2 ans. Elsa, plus largement, oui. Après, avec les étudiants en formation d'assistant de service social, on met en place ce même type de processus. Alors pour l'instant, c'était pas avec le comité des jeunes, c'était avec des groupes de personnes qui ont l'expérience de la pauvreté, donc sur une thématique différente chaque année. Mais du coup, on met en place ce type de processus, mais de façon plus approfondie sur 2 journées et demie. Donc pour des étudiants qui rentrent en 3e année. Et donc ça leur permet de commencer l'année et d'être après dans leur stage long aussi avec ces réflexions qu'ils ont pu partager, cette analyse des personnes accompagnées. Donc ça joue beaucoup sur leur fin de formation aussi, et ils nous font des retours, ça influence leur manière de se positionner, voilà. Merci. Frédéric Cano vous demande une précision sur le nombre de personnes qui participent. Le nombre de personnes de quel côté, entre guillemets? Oui. Peut-être que vous pouvez anticiper et parler de ça. Donc, du côté des personnes, des collectifs. Du groupe ressources, précise-t-il, pardon. Donc, du côté des groupes, des collectifs qu'on sollicite, ça va de 3 personnes, 4 personnes. Alors, en dessous de 3, c'est vraiment très compliqué. Mais des fois, on demande qu'il y ait au moins 4 personnes, parce que des fois, il peut y avoir des personnes qui, au dernier moment, ont trop peur ou sont vraiment pas bien et ne peuvent pas participer, ou ont des contraintes qui font qu'ils peuvent pas participer. Mais du coup, en général, c'est de 4 à 7 personnes environ. Du côté des personnes qui interviennent, qui ont l'expérience de l'exclusion, et du côté des étudiants ou des professionnels, là, avec les étudiants en moniteur éducateur, ils sont 30-35, et sinon on le fait plutôt avec des groupes d'une 20aine de personnes. On l'a fait aussi avec des professionnels du travail social et des cadres, où là aussi il y avait différents groupes de pairs, le groupe des cadres, le groupe des professionnels, le groupe des personnes qui vivent les situations d'exclusion. On a eu des temps de travail sur plusieurs journées en croisement sur la question de la participation. On avait co-organisé avec le conseil départemental et ATD Quart Monde. On a eu des temps sur la question de l'accueil, entre des chargés d'accueil, des assistants de service social, enfin, ou des travailleurs sociaux, et des personnes accueillies, par exemple. Donc voilà, mais souvent le groupe des personnes accompagnées est plus réduit que le groupe des professionnels ou des étudiants. Ok. Lila Ruiz de Somo Curcio dit, vous dites que les jeunes ayant participé ont pris conscience de la valeur de leur savoir expérientiel. Est-ce que le travail pair est évoqué auprès d'eux et ou dans la formation de vos étudiants? Cette première approche peut être un bon outil de sensibilisation sur le sujet. Le travail pair, alors je ne sais pas si c'est évoqué dans la formation.
c'est des sujets qui ont été, enfin, ça peut être des sujets qui sont discutés à certains moments si ça vient dans les échanges. Après, je pense pas que les jeunes de la protection de l'enfance, c'est quelque chose qui leur a été présenté, le travail pair. Ok. Mais je sais que dans les collectifs de personnes qui ont l'expérience de l'exclusion, c'est des questions qui à un moment sont apparues. Valérie Torguita qui vous demande est-ce que vous avez des liens avec le comité consultatif des personnes accompagnées, le CRPA Occitanie? Oui, on a des liens, notamment on participe ensemble au comité local en travail social Occitanie. Donc on a rencontré aussi les délégués, notamment Céline, je ne sais pas si elle est présente, elle était dans la liste des participants. Donc et on a pu se rencontrer et alors dans la formation des étudiants, on a pu solliciter des personnes qui étaient en lien avec le comité, enfin qui étaient dans des structures en lien avec le comité régional des personnes accueillies ou accompagnées. Ok. Corinne Daran qui nous dit avec le CD65, nous intervenons avec des allocataires du RSA du groupe Ressources auprès d'étudiants de l'ITS ou de l'ERAS. Ces rencontres et croisements de savoir sont toujours très riches. Merci de votre partage d'expérience. Merci. Et Sonia Auré qui dit « Dans mon équipe, plusieurs agents ont participé à ces échanges avec ATD et l'IRTS et c'est vraiment très porteur. Cela vient bousculer, mais vraiment au final, revoir les pratiques en profondeur. Les croisements de savoir, c'est essentiel. » Céline confirme qu'elle est là. Bonjour Céline. Et Lila Ruiz de Somo Curcio, pardon madame, d'écorcher votre nom. Merci pour votre réponse madame Piou. Pour compléter, est-ce que madame Gagé peut préciser si le travail pair est évoqué au cours de la formation moniteur-éducateur? Peut-être pas assez. Non, c'est quelque chose à effectivement penser particulièrement. Oui, sur la personne qui exprimait effectivement qui a eu l'occasion de participer à une co-formation avec ATD Carmonde et l'IRTS, donc en formation continue. C'est vrai que on l'appuie cette nécessité d'avoir ce temps de croisement dans la formation initiale, mais même plus tard, pour repenser effectivement cette pratique-là ou pour pas remettre en question surtout son savoir professionnel et son savoir universitaire, mais pouvoir vraiment le compléter. Il ne s'agit pas de le gommer qui n'existe plus ou qui soit, mais vraiment reconnaître l'autre dans sa personne, dans sa situation, et dans son savoir. Parce que si c'est beaucoup plus évident pour des travailleurs sociaux de reconnaître l'autre dans ses besoins, ses attentes, dans sa vulnérabilité, c'est un peu plus compliqué, c'est moins naturel de lui reconnaître vraiment un savoir qui se pense, qui s'élabore et qui est mis surtout en valeur lorsqu'il est porté de manière collective, je précise. Moins naturel ou moins culturel? Culturel, oui, plus culturel. C'est une question de pratique. Oui, ça en devient, c'est un allant de soi, on va dire. Je comprends. Juste peut-être pour finir, au début, en fait, quand on mettait en place ce genre de démarche, au niveau de l'IRTS, on avait comme objectif prioritaire de faire réfléchir les étudiants à leur posture, à leur façon à ce que les étudiants apprennent. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on organise ces temps-là, donc maintenant il y en a plusieurs dans l'année, on apprend aussi nous, en tant que formateurs, des choses et ça nous fait vraiment... ça a des impacts sur la façon dont on pense la formation, ça a des impacts sur du coup des modules ou des interventions qu'on pense en plus, qu'on pense différemment, des choses qu'on introduit, des angles, des choses qui étaient un peu comme des angles morts, qu'on voyait pas et qui deviennent évidentes à devoir être mises au travail de façon prioritaire. Donc voilà, c'est vraiment pour nous aussi à chaque fois des choses qui nous font bouger. Et ça, je trouve que c'est
c'est très motivant et c'est très important enfin, tout le monde, du coup, bouge dans ces espaces-là, y compris nous. Sonia Auré nous dit absolument, alors je ne sais à tout ce que vous venez de dire là, probablement. Restons humbles, nos métiers sont complexes car travailler avec des êtres humains est toujours difficile, on apprend toujours. Et ben, je pense que ça sera une jolie conclusion à vos interventions. Mesdames, je vous remercie infiniment de vous être prêtées à cet exercice qui est toujours difficile d'être seule en scène et de répondre à ces questions. Merci. Je vais poursuivre du coup avec Nadia Nussbaum de la DRETS et Sophie Kravzik de la Grande Bobine. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, et nous allons donc poursuivre avec vous, mesdames. La participation des personnes accompagnées, donc vulnérables, suppose bien souvent de repenser sa manière d'écouter et de recueillir la parole. Nous allons le voir dans le détail avec l'expérience que vous allez nous relater. Nous y verrons notamment quels sont les apports du design social pour recueillir la parole des majeurs protégés. Merci Hélène. Donc je commence et ensuite Sophie Kravzik va poursuivre. On va faire une intervention à deux voix. Donc moi je suis Nadia Nussbaum, donc je suis inspectrice de l'action sanitaire et sociale donc à la DRETS et donc à la mission régionale inspection contrôle évaluation. Donc on mène principalement des missions donc d'inspection donc auprès des dispositifs en cohésion sociale, mais aussi des évaluations. Et là on est sur ce champ de l'évaluation qu'on va vous présenter. On est sur un dispositif particulier. Ce qu'on va vous présenter, c'est le dispositif, ce sont les majeurs protégés. Donc pour vous faire le contexte, pour les majeurs protégés en Occitanie, c'est 68 000 personnes. Donc 68 000 personnes qui sont en mesure soit de tutelle ou de curatelle. Donc un enjeu important en termes de démocratie, puisque c'est un nombre conséquent, et c'est aussi un enjeu de droit, puisque alors spécifiquement la participation des personnes protégées, elle est réglementairement au cœur de la pratique professionnelle. Donc voilà, donc elle est réglementée et donc je vais vous citer, j'en ferai qu'un seul, l'article 415 du Code civil qui rappelle que la finalité de la mesure de protection est de favoriser dans la mesure du possible l'autonomie des personnes, mais dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité des personnes. Donc la question de la participation est bien une question d'abord de respect des droits. Donc c'est sous cet angle-là qu'on a voulu commencer à mener cette évaluation. Donc on a fait une évaluation des pratiques des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et une évaluation de la participation des personnes protégées, donc par le recueil de leurs paroles. Et c'est sur ce champ-là, attendez, je change la diapositive, pardon, qu'on a voulu développer une méthodologie particulière, parce que autant avec ce dont parlaient également les collègues précédemment, on a notre culture professionnelle où on peut finalement développer des outils d'évaluation avec les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, donc, mais on s'est dit que on n'était pas outillés, qu'on savait pas faire et qu'on ferait pas bien avec les personnes protégées, qu'il fallait recourir à d'autres méthodes, à d'autres outils. On s'est appuyé pour ça au départ sur le laboratoire d'innovation sociale donc du SGAR, donc voilà, qui est un laboratoire qu'on peut tous solliciter pour développer des projets. Et parce pour recueillir la perception des personnes protégées sur leurs mesures, sur leur place dans leurs mesures, il fallait aussi créer des outils adaptés. Et l'idée, c'était d'aller au-delà de la création d'outils adaptés, c'était pouvoir améliorer des pratiques et aussi transposer en fait ces outils donc auprès des professionnels pour co-construire à la fois des outils de communication, mais qui pouvaient être déployables et avec l'idée évidemment d'intégrer l'expertise d'usage des personnes pour exprimer leurs souhaits et voilà et définir des projets, des envies telles qu'est prévu par la réglementation, puisque je le rappelle.
la protection des personnes implique effectivement de recueillir le besoin et les attentes des personnes. Et c'est vrai que c'est une spécificité de ce métier, de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. C'est toujours une tension et une tension éthique, et la dimension éthique dans la participation, elle est importante, entre protection des personnes, respect de leur choix, de leur volonté, y compris même de faire des erreurs, et l'autonomie des personnes. Donc, on a voulu travailler donc sur le design en développant aussi voilà, les conditions du recueil de la parole. Et le principe, c'est créer un climat de collaboration, alors qui est fondé sur le respect, donc le respect des personnes, mais aussi donc le respect du droit. Donc j'en parlais parce que c'est le point névralgique, je pense, de la participation, et avoir en tête un petit peu ce qu'a dit également les collègues sur l'intervention précédente, c'est la notion d'asymétrie dans la relation entre le majeur protégé et le mandataire. On est bien sur une relation qui est par essence déséquilibrée, puisque la mesure de tutelle ou de curatelle est une mesure de contrainte, que les personnes protégées ont une image dévalorisée et dévalorisante. Donc, il faut bien avoir conscience de la perception qu'ont les personnes d'elles-mêmes, qui ont aussi une perception qui est souvent infantilisante, parce que sont eux-mêmes infantilisés et s'infantilisent souvent eux-mêmes. Donc, les conditions du recueil de la parole doivent vraiment prendre en compte la dimension de l'accueil. L'accueil est souvent sous-évalué dans nos dispositifs, que ce soit dans l'accueil dans les services publics, mais aussi dans les conditions du recueil de la parole pour cette évaluation. Prendre en compte la temporalité, les délais. On a monté des ateliers où effectivement il faut prendre en compte la fatigabilité des personnes, parce qu'on est sur des personnes qui ont des altérations médicalement constatées, donc une fatigabilité plus importante, une concentration, des problèmes de mobilité. Donc de tenir cet aspect-là sur l'accueil et sur le respect. Donc je parlais de la dimension démocratique. C'était quand on a pu mener des ateliers, mais sur l'ICRASVIC on parlera certainement plus longuement. Un principe démocratique, c'était une personne, une voix. Il n'y a pas il n'y a pas de déséquilibre. Un qui sait mieux que l'autre. Donc l'idée, c'était bien de travailler sur cette posture un peu démocratique, et effectivement, au-delà des outils, comme le disait la collègue auparavant, c'est bien le changement de posture. C'est-à-dire qu'on sait que les questionnaires de satisfaction, ça marche pas, c'est un petit peu le degré 0,2 de la participation, et qu'il faut créer des instances de participation qui sont centrées sur les besoins, la qualité de service, pour libérer la parole et afin d'associer les personnes utilisatrices, parce que le terme usager n'est pas très une acception pas très jolie à leur fonctionnement. Donc on vous présentera notamment un guide, le conseil des majeurs protégés expérimentés pour une relation de qualité, parce que tout au long d'une mesure de protection, il y a des moments où le ressenti des majeurs protégés sur leur place laissée, notamment dans la première rencontre ou dans des actes importants qui est l'inventaire, qui est une intrusion dans la vie intime des personnes, donc où il faut on doit leur demander leur avis et voir comment ils se souviennent ou pas de ce qui s'est passé, et de prendre leur accord. Donc l'enjeu, c'était de miser sur l'efficacité opérationnelle. Donc de développer donc une méthode pragmatique centrée à la fois sur les attentes des personnes, mais aussi sur le retour d'expérience des acteurs. Donc, ce travail d'articulation, il est important entre les professionnels, les personnes concernées, mais la dimension qu'on a voulu rajouter, c'est aussi associer d'autres disciplines. Donc là, dans cette évaluation, donc le design social, mais aussi on pourrait envisager les sciences comportementales, le droit, donc de travailler sur cette articulation entre les personnes concernées, les acteurs de terrain. Alors voilà, j'ai parlé d'être universitaire, d'être
si on veut faire de la participation un enjeu de qualité des politiques publiques, donc d'associer effectivement des démarches un peu innovantes, donc on va vous présenter, que Sophie va vous présenter, toujours voilà dans un respect des droits, respect de la parole, et toujours avec cette réflexion éthique qui doit en fait mener l'ensemble du process de participation et de recueil de la parole. Sophie, je crois que c'est pour vous. Oui, bonjour tout le monde. Je vais compléter et détailler ce que vient de présenter Nadia, et je vais tenter aussi de vous présenter avant ça, en quelques minutes, qui on est, la Grande Bobine, le design social, le projet qui nous a occupés, et à la fin une ouverture sur un autre projet qui est en cours, et pour lequel le sujet de la participation est très central aussi. Donc juste pour une introduction, la Grande Bobine, on est une coopérative, on est basé à Nîmes, et globalement notre travail c'est d'accompagner les transformations publiques. C'est relativement large parce qu'on est des professionnels avec des profils différents et des spécialités différentes. Il y a des designers sociaux, mais pas uniquement. On a aussi des spécialités politiques publiques, une juriste. Voilà. Donc on travaille sur des thématiques liées aux inégalités, à l'accès aux soins, à l'insertion, la participation citoyenne, l'aménagement du territoire, et on fait de la formation aussi pour transmettre toutes ces méthodes à des agents publics notamment. Notre posture, notre rôle, quand on essaye d'expliquer ce qu'on fait, on essaye de créer des ponts entre les administrations décisionnaires et les citoyens, habitants, usagers. Voilà, ça dépend des contextes, de comment on les nomme. Quand on accompagne un établissement médico-social, on est le lien entre cet établissement, la politique qu'il veut impulser, et les personnes accueillies, les aidants, les salariés. Voilà, dans le cadre d'aménagement du territoire, on est le lien entre la ville, la commune et les habitants, les acteurs du territoire. En gros, notre mission, donc c'est d'être des médiatrices entre ces administrations décisionnaires, ces politiques publiques et ceux à qui elles sont concernées. Et pour ça, on s'appuie sur une méthode qui est celle du design social, pour laquelle la plupart d'entre nous ont été formés, et d'autres l'ont été sur le terrain au travers de l'apprentissage, par exemple, de méthodes plutôt liées à l'aménagement du territoire ou à la participation citoyenne. Et donc on définit le design social comme une discipline dont l'objectif est d'accompagner à l'émergence de solutions qui sont co-construites et dont les objectifs ont été définis et validés en amont par toutes les personnes concernées. Les méthodes d'un projet en design social, en général, sont des immersions. Donc, je vais vous présenter comment on les a menées sur ce projet auprès des majeurs protégés. Des étapes de co-conception, donc où on fait émerger des solutions, où on les construit ensemble. Et ensuite, selon les projets, il y a une étape d'expérimentation. Donc là, ces solutions, on accompagne à leur test sur le terrain et ensuite à leur pérennisation et à leur mise en œuvre. Donc ça, c'est les méthodes un peu générales. Alors évidemment, elles prennent plus ou moins de temps en fonction de la temporalité du projet et du sujet. Mais c'est pour avoir un peu un fil conducteur. Pour différencier, voilà, je ne vais pas faire un cours sur le design social, mais le design social d'autres démarches de design, on peut dire qu'il se caractérise par un rejet des dimensions marchandes comme objectif unique, et la priorité du design social est donnée aux considérations sociales et environnementales des projets, et donc d'associer les habitants, les citoyens comme ressources et comme solution dès le début du projet. Donc là, je vais repasser sur le projet d'évaluation de la perception des majeurs protégés quant à leurs mesures de protection. La mission qui nous a été confiée, donc c'est une mission d'évaluation. Notre objectif était, dans un premier temps, de créer des outils pour recueillir la parole et pour aller à la rencontre des majeurs protégés.
Donc, comme l'a dit Nadia, en parallèle du travail qui était fait par la MRIS du côté des mandataires, nous, on est allé à la rencontre de majeurs. Évidemment, il s'agissait aussi de comprendre le contexte de travail des mandataires judiciaires pour mieux avoir une vision globale de ce que vont nous raconter aussi les majeurs, de pouvoir le relier aux bonnes pratiques, à tout un environnement qui ne nous était pas forcément familier au départ. La troisième étape, ça a été donc de créer des ponts entre ces majeurs et ces mandataires en organisant des ateliers communs dans lesquels on a mis en perspective ce qu'on avait trouvé sur le terrain, ce qui nous a été dit, et on a testé des outils qu'on avait imaginés pour derrière pouvoir restituer cette parole et ces apprentissages dans des formats qui soient synthétiques et accessibles à tous. Dans un premier temps, ce qui nous a questionné dans cette mission, et ce sur quoi on s'est interrogé, c'est la notion même de participation, parce qu'il y a plusieurs définitions de la participation. Il y a une définition qui vient plutôt de l'État et des politiques publiques, de ce que ça veut dire participer. Il y a une définition qui est plutôt la nôtre, côté design social. Il y a une définition un peu propre à chaque champ. Et donc, on a voulu, dans un premier temps, dans nos rencontres, que ce soit auprès des professionnels ou auprès des majeurs, questionner cette notion de participation. Et ça a été une construction assez importante de pouvoir restituer ce que c'est participer pour les majeurs protégés et ce que c'est participer pour les mandataires. Parce que finalement, on s'est rendu compte d'une définition assez différente. Côté majeur, participer, c'était plutôt avoir son mot à dire, faire seul quand on peut, mais aussi faire groupe, prendre la parole, pouvoir témoigner. Et du côté des mandataires, participer, je résume, évidemment, il y a plus de subtilité que ça, mais c'était une personne qui participe, c'était une personne qui sollicite et qui formule des demandes. Et donc, qui va vers et qui demande à participer. Alors que, on voit bien que du côté des majeurs, c'était plutôt participer, c'était qu'on leur laisse la place d'avoir un mot à dire. Donc finalement, c'est deux visions qui peuvent, si elles ne se rencontrent pas, si elles se confrontent, ne pas forcément laisser la place à de la vraie participation. Et donc, on a rencontré des majeurs, des majeurs protégés là où ils étaient. Là, il y a les photos, c'est dans une maison de retraite. Et on a utilisé à chaque fois une échelle de la participation qu'on a simplifiée et on a demandé aux personnes de nous placer les différents actes de la vie quotidienne, mais aussi les actes des mesures sur cette échelle, en nous disant qu'est-ce qu'ils font absolument jamais seuls, donc plutôt en non-participation ou en information, et qu'est-ce qu'ils font dans leur vie quotidienne qui soit de la pleine participation. On a fait évidemment remplir cette échelle aussi aux mandataires qu'on a rencontrés pour confronter un peu les visions. L'apport du design social, ou en tout cas de ces méthodologies outillées, c'est qu'on est allé sur le terrain avec des supports qui nous ont permis de faciliter la discussion entre les majeurs protégés et nous. On avait par exemple fait une cartographie des lieux du quotidien, les lieux dont tous les majeurs nous ont parlé et qui font partie de leur vie, et on a détaillé un peu les freins qu'ils pourraient rencontrer à participer, ou en tout cas à être en pleine possession de leurs droits dans ces différents lieux. Et on a beaucoup parlé des banques, on a beaucoup parlé des lieux de soins, du médecin, de l'hôpital, et des freins que les majeurs rencontraient à exercer leurs droits dans ces différents espaces. L'outil que vous voyez à droite, ça a été un outil de travail pour nous au départ qui nous a permis de vulgariser et de simplifier le processus de mise en place d'une mesure de tutelle, de curatelle ou autre. Et on a questionné les majeurs sur leur ressenti et comment ils avaient vécu chacune de ces étapes. Est-ce qu'ils avaient été suffisamment informés? Est-ce qu'ils avaient compris? Étaient en colère? Étaient d'accord? Enfin voilà. Est-ce qu'ils avaient souvenir de certaines étapes aussi?
On a également rencontré des mandataires en association ou en libéral. On est allé à des groupes de travail aussi qui se questionnent sur ces mesures et la participation des personnes dans les mesures. Donc, c'était un projet sur toute l'Occitanie. Donc, on est allé piocher un peu dans les ressources du territoire. Et la deuxième partie de cette mission, c'était de faire des ateliers de co-conception, de co-création, on l'appelle un peu comme on veut, où on a fait se rencontrer des majeurs et des mandataires qui se connaissaient déjà, puisque certains mandataires sont venus avec les personnes dont ils ont les mesures. Et le principe de cet atelier, ça a été déjà de confronter et de faire réagir sur les définitions de la participation qu'on avait pu entendre sur le terrain, et également de solliciter les majeurs sur des points qui avaient été identifiés comme problématiques par les mandataires, notamment la question des premières rencontres et du fait que c'était particulièrement difficile pour les mandataires d'avoir les bons mots pour rassurer au début de la mise en place de la mesure quand elle n'est pas souhaitée par les majeurs. Et donc dans ces ateliers, on a fait des jeux de rôle où on a demandé à des majeurs de prendre la place de mandataires et de devoir prendre soin d'une personne dont on avait défini un profil, et donc de nous donner les mots et la manière dont ils auraient, eux, annoncé la mesure et les arguments qui les avait fait passer d'un « je suis contre cette mesure » à « je suis pour » et « je comprends que c'est pour mon bien ». Parce qu'on a remarqué dans nos entretiens qu'il y avait vraiment des moments de switch entre je refuse et « ok, j'ai compris que c'était pour mon bien et je l'utilise et je suis acteur de cette mesure ». Et donc on a cherché à identifier les arguments et ces moments-là pour éventuellement qu'ils aient lieu plus tôt et qu'on passe pas par les phases critiques dans la relation entre les mandataires et les majeurs. Et donc on a utilisé ce jeu de rôle, on a aussi utilisé une carte des émotions et des ressentis pour que les personnes nous détaillent comment ils se sont sentis et à quel moment, et ce qui a permis ce changement de posture et d'aller vers une collaboration. Je répondrai aux questions éventuellement s'il y en a sur les outils, je vais pas trop loin parce que je pouvoir avoir le temps d'aller jusqu'au bout de la présentation. Sur la restitution de ce projet, donc c'était une évaluation, donc il n'y a pas eu forcément d'expérimentation derrière. La restitution et les livrables, c'est une analyse croisée entre l'évaluation du côté des majeurs et l'évaluation côté MJPM. Et on a aussi évidemment livré tous les outils qui nous avaient servi à faciliter la discussion et à évaluer les ressentis à chacune des étapes. Et le guide dont parlait Nadia tout à l'heure, finalement, ce jeu de rôle nous a permis d'élaborer un guide de conseils de majeurs protégés expérimentés pour une relation de qualité. Donc, en fait, on a extrait de ce jeu de rôle tous les conseils que les majeurs et les astuces qu'ils auraient utilisées, eux, pour convaincre quelqu'un d'autre ou pour faciliter cette entrée dans la mesure, pour faciliter l'inventaire. Et ils ont proposé des méthodes collaboratives, des petites choses, mais qui peuvent atténuer la violence des différentes étapes. Et donc là, on a bien vu la richesse, mais notamment dans cette subtilité et dans le fait qu'ils nous ont proposé des solutions pas compliquées, mais qui demandent un petit changement de posture et une vraie considération du fait que ces majeurs soient des ressources. Et que leur laisser une place d'acteur est vraiment importante. Je passe rapidement parce que j'ai vraiment envie de pouvoir parler de ce projet et de le présenter. On mène à la Grande Bobine actuellement un projet sur l'amélioration des conditions de travail des aides à domicile. Et c'est un vrai sujet de société, les conditions de travail de ces personnes. Avec évidemment le vieillissement de la population et tout. C'est un projet qu'on mène avec la Fédération nationale des familles rurales qui est venue nous chercher pour dans un constat
de besoin de pérenniser des postes et d'améliorer les conditions offertes à globalement ces femmes qui travaillent auprès des personnes âgées et qui sont absolument essentielles au maintien à domicile et à la vie de ces personnes âgées. Aujourd'hui, il y a 2 territoires pilotes qui ont accepté de mener ce projet, donc qui est vraiment expérimental, c'est l'Indre et le Loiret. C'est un projet qui a été mené sur 1 an et dont on a vraiment mis l'accent sur la concertation et le faire avec à toutes les étapes du projet, et faire avec notamment les aides à domicile, puisqu'on parle d'elles et de leurs conditions de travail. Juste pour avoir quelques chiffres et explications, mais voilà, c'est un projet sur lequel c'est difficile d'associer parce que les terrains sont grands, il y a beaucoup d'employeurs, beaucoup d'aides à domicile sur des territoires ruraux. Et en fait, voilà, avec des moyens et une méthodologie, on est arrivé vraiment à ce que ces aides à domicile donnent leur avis, leurs idées et participent à chaque étape. Dans les immersions, il y a eu plus de 200 aides à domicile rencontrées et plusieurs semaines d'immersion qui ont mené à un diagnostic qu'on a envoyé à ces aides à domicile qui ont participé à l'alimenter pour celles qui n'avaient pas pu avant. Derrière, il y a des ateliers de co-conception d'idées qui ont été menés sur le terrain. Je la fais vite, mais tous ces documents sont en open source parce que, voilà, encore une fois, on travaille avec de l'argent public et donc on fait des documents, des livrables qui sont accessibles. Et notre objectif, c'est pas que ça reste cloisonné à famille rurale, mais que ça puisse faire évoluer les conditions de travail dans d'autres associations et chez d'autres prestataires d'aide à domicile. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à nous contacter. Ces idées, elles ont été transformées en expérimentation, donc en solutions testables, on va dire. Et les aides à domicile, à nouveau, ont voté pour ces expérimentations par secteur pour nous dire lesquelles elles pensaient, quelles solutions elles pensaient qui auraient le plus d'impact sur leur travail et sur leurs conditions de travail. Et donc les expérimentations mises en place aujourd'hui, parce qu'on en est à cette étape, sont celles qui ont été choisies par plus de 100 aides à domicile. Et aujourd'hui, on est dans l'accompagnement à la mise en œuvre de ces expérimentations. Et derrière, il y aura une évaluation de ces expérimentations. Donc, on fournit aussi les outils d'évaluation de ce projet à Famille Rurale. Ma dernière slide, c'est pour vous donner une idée, mais les projets expérimentaux qui ont été proposés sur les territoires, ils agissaient sur 6 champs, donc les conditions matérielles au domicile, la gestion des situations d'urgence et la prise en considération de la parole des aides à domicile et de la violence notamment qu'elles vivent sur le terrain. Les interventions en binôme pour les cas lourds, la pérennisation des postes, comment on tutore, on accueille mieux et on pérennise les postes. La transmission des informations sur le terrain, puisque c'est des équipes disparates qui se rencontrent pas forcément, qui n'ont pas de temps de réunion, et la mise à disposition de matériel spécifique sur des partenariats, notamment auprès des pharmacies du coin. Celles qui ont les étoiles, c'est celles qui ont été choisies, qu'on pourrait évidemment vous détailler beaucoup plus. Mais voilà, elles ont été choisies par les aides à domicile sur 2 territoires très différents. On n'aurait pas forcément pu échanger les expérimentations parce que les territoires fonctionnent pas de la même manière. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on accompagne aujourd'hui, qui est un projet qui n'a pas été amené et décidé par la direction et imposé aux aides à domicile. En fait, vraiment, les solutions sont remontées du terrain, remontées d'un regard nous naïfs qu'on a posé sur ce terrain par une grande écoute et un partage à chacune des étapes de ce qu'on avait compris, de ce qu'on nous a dit, une conception collaborative d'idées et de solutions. Et voilà, enfin, on est assez fiers de ce projet aussi parce que la collaboration a vraiment fonctionné avec Famille Rurale qui a fait un vrai travail d'écoute et d'acceptation de la réalité du terrain. Donc voilà, si vous souhaitez en parler plus, on fait des webinaires de restitution qui sont publics, donc vraiment n'hésitez pas. Je termine avant de repasser la parole à Nadia, mais juste pour dire qu'au-delà de la participation, on parle vraiment de faire avec et que c'est l'essence même des méthodes en design social. Comme pour le projet Famille Rurale, l'objectif c'est d'associer le plus tôt possible, au-delà de concerter, de créer des outils adaptés au public et accessibles. Donc c'est ce qu'on a fait pour le public des majeurs protégés.
d'amener un regard extérieur qui est focalisé sur autre chose, sur les usages, sur le sensible, sur le quotidien. Des méthodes, mais comme l'ont dit aussi précédemment les collègues qui ont présenté juste avant, des méthodes qui placent chacun comme expert de son quotidien et de son expérience. Utiliser des méthodes qui permettent d'inverser les rôles, les règles, la hiérarchie, des méthodes aussi ludiques qui permettent de décaler le regard, d'accompagner à l'émergence d'une parole collective et de solutions, avoir un rôle de médiation et de traduction de la parole auprès des décideurs, ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et qui garantit en grande partie la réussite des projets, vraiment d'être ce pont entre les deux. Et d'accompagner la mise en place de solutions et l'évaluation, parce que voilà, poser un diagnostic c'est bien, mais derrière la phase opérationnelle, on voit que c'est compliqué souvent pour les personnes qui travaillent avec nous, parce que les diagnostics ils ont l'habitude, la mise en place de solutions un peu moins, et c'est là où voilà, il faut aller chercher des fonds, des ressources qui sont parfois plus difficiles d'accès. Je laisse Nadia conclure et réouvrir. Oui, plutôt qu'une merci Sophia, plutôt qu'une conclusion, plutôt une ouverture et j'espère un prolongement de nos travaux sur la question de la lutte contre la maltraitance. Donc, il y a eu les états généraux de lutte contre la maltraitance là en 2023 qui a donné lieu à une feuille de route avec des objectifs, donc un enjeu important de lutte contre la maltraitance. Les collègues au préalable justement parlaient de promotion de la bientraitance, bien distinguer finalement d'être bien intentionné qui parfois arrive sur une surprotection et on a vraiment cette dimension chez les majeurs protégés où la surprotection prévaut souvent sur le respect sur le respect de l'autonomie et y compris de faire ces erreurs avec la notion du choix rationnel. Et ce qu'on a pu voir dans cette évaluation, dans les propos qui ont été recueillis, parce que l'enjeu c'était de faire avec, mais si on développe sur un enjeu de stratégie de lutte contre la maltraitance, c'est bien la question de la libération de la parole. Et sur cette libération de la parole, ce que nous ont dit les majeurs protégés, mais aussi les mandataires qui étaient finalement confrontés au même problème, et on s'aperçoit que professionnels et personnes concernées partagent les mêmes freins, les mêmes difficultés pour pouvoir exercer leurs mesures et on prend pour exemple, Sophie l'a un peu dit, mais les obstacles et les refus d'accès aux équipements, aux services, au commissariat, porter plainte, enfin tout ce qui est un peu respect des droits, et les majeurs protégés sont régulièrement donc soit refuser un droit, c'est-à-dire récupérer un relevé de compte, par exemple à la banque, et en fait ils subissent des humiliations régulièrement, parce qui est guidé par une dévalorisation a priori des personnes au motif qu'elles ont une mesure de tutelle ou de curatelle. Et ça constitue quand même une des premières maltraitances du fait de la disqualification de la parole des majeurs protégés et d'une discrimination, et ce qui en fait conduit parfois finalement les professionnels à créer des petites cartes d'accès au droit pour que les majeurs protégés puissent justifier de leurs droits à accéder à du droit commun. Donc le prolongement du recueil de la parole, de la libération de cette parole, c'est bien un enjeu qu'il faut utiliser pour la stratégie de lutte contre la maltraitance. Alors j'en prends pour preuve et pour illustration le rapport, je ne sais pas si beaucoup l'ont lu, de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVIS, et un des premiers enseignements que disent les personnes, les victimes disent que si on nous avait interrogés, on aurait dénoncé les faits. Donc ça montre bien à quel point il faut recueillir cette parole avec les outils adaptés, la méthode adaptée, en tenant compte ce qu'on a dit, de la vulnérabilité, la temporalité, et que c'est cette parole qui va aussi fonder l'observation de ces maltraitances, et c'est un moyen de lutter
contre le déni. Alors le déni, il vient des professionnels, de l'entourage, mais des personnes elles-mêmes, parce que finalement, souvent, de pas nommer les choses, c'est aussi une façon de se protéger voilà, un peu souvent contre l'innommable, notamment dans le cadre de la civisme ou dans certains faits de maltraitance que subissent les majeurs protégés. Et du coup, ce qui est important, et là toujours, c'est les enseignements de la civisme, c'est je t'écoute et je te crois. Et dans les outils, voilà, qu'on a pu développer en design social, c'est ça, c'est un principe démocratique et un principe éthique, c'est écouter les personnes, les croire et pas introduire un biais d'analyse, de filtre qui permettrait finalement de moduler un petit peu ce qui est dit par les personnes. Donc l'enjeu, nous, de la prolongation qu'on aimerait bien, parce que on sait bien que les personnes vulnérables, elles sont dépendantes aux interventions d'autrui, donc ça génère un risque accru de discrimination et de maltraitance. Donc pouvoir observer donc par le recueil de la parole, c'est un enjeu pour sortir de ce déni, mais aussi pour permettre de construire un plan de lutte voilà, par l'observation fine et objective des mécanismes qui sont à l'œuvre, des dynamiques, et surtout voir les failles dans les dispositifs, mais aussi dans peut-être voilà, dans les postures des uns et des autres, et que du coup c'est le socle de l'observation qui va fonder l'analyse et éventuellement de pouvoir envisager donc des traitements des situations et ensuite une prévention. Donc, parce que ce que là on a aussi remarqué voilà, dans le recueil de la parole et dans ce qu'on constate, c'est les freins aussi au signalement. Ces freins, alors ils sont partagés par les personnes, mais aussi les professionnels. Il y a d'abord la méconnaissance de la maltraitance, ce qu'elle est, c'est son caractère protéiforme, les filières pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir alerter, avec justement je prononçais le mot dénonciation, justement un peu une confusion entre alerter, signaler et dénoncer, voilà, comme quelque chose qui fait que ça pose difficulté. Et ce qui est omniprésent, tant chez les personnes concernées que chez les professionnels, c'est la peur. C'est un sentiment omniprésent. Peur de ne pas être cru, notamment, peur des représailles, peur d'être mis à l'écart, peur aussi de ne plus recevoir d'aide. Et on voit bien à quel point c'est cette peur-là, c'est un vrai frein, et que donc du coup de développer des méthodes de recueil de la parole, de libération de cette parole peut être un plus pour recueillir l'ensemble des faits, parce que ce qu'on constate aussi, c'est une minimisation d'actes qui paraissent anodins, et souvent chez les personnes vulnérables, en fait, c'est la récurrence de ces faits-là qui devient banal, donc anodin. Or, ce qui fait souvent maltraitance, c'est la récurrence de faits qui paraissent anodins. C'est pas parce que c'est courant que c'est normal. Et ça, il est important de pouvoir évidemment faire sortir ces différents éléments. Et j'en finis pour parler du conflit de loyauté aussi que l'on constate, avec un effet miroir aussi des difficultés des conditions de travail. Alors les personnes vulnérables, les majeurs protégés, ça, oui, mais bon, c'est pas facile leur métier, donc puis les personnes vulnérables ont toujours peur de déranger. Donc il y a aussi cette idée-là, et parmi les professionnels, Sophie parlait des aides à domicile, des conditions de travail qui sont dures, et en fait chaque professionnel a conscience des conditions de travail qui sont dures, donc du coup a une démarche compréhensive pour pas éventuellement signaler des actes qui seraient des actes ou des organisations qui seraient maltraitante. Donc l'enjeu de tout ça, c'est bien de rendre tant aux professionnels leur pouvoir d'agir, de les inscrire dans une dynamique de prévention et dans une démarche un peu de démocratie, c'est créer le socle finalement d'un nouveau contrat social avec aussi les personnes vulnérables.
Voilà, j'en conclus comme ça pour pouvoir ouvrir le débat et puis pour nous, j'espère pouvoir poursuivre ce chantier sur le recueil de la parole, la libération de la parole, dans la promotion de la bonne trans et la lutte contre les maltraitances. Merci à toutes les deux pour votre intervention. De la part de Sarah Meunier qui vous témoigne. Merci Madame Nussbaum de rappeler que nous sommes tenus d'écouter et de croire les personnes accompagnées dans nos métiers. Alors, la question qui vous était posée, je remonte dans le fil, par Frédéric Cano, c'était les majeurs protégés étaient sous curatelle ou tutelle ou avez-vous mixé? Et puis, je vais vous laisser répondre. Et puis, il posait également une question complémentaire un peu plus tard. Y a-t-il eu une sélection des majeurs protégés? Enfin, on n'a pas sélectionné les majeurs. Après, c'était sur du volontariat. Donc, on a sollicité des associations tutélaires et des mandataires qui nous ont orientés vers des majeurs protégés. En leur expliquant la démarche et après on les a rencontrés donc évidemment c'était forcément des majeurs qui avaient aujourd'hui une relation relativement bonne avec les mandataires, ce qui n'empêche pas que ça n'a pas toujours été le cas et que du coup on a aussi recueilli leur histoire et ce par quoi ils étaient passés qui était peut-être moins réussi que la relation d'aujourd'hui, on va dire. Et on a mixé entre curatelle et tutelle, sachant que en EHPAD, par exemple, il y avait un peu plus de tutelle que de curatelle, ça dépend du public, mais on a rencontré une majorité de personnes sous curatelle renforcée ou aménagée, parce que voilà, c'est des gens avec qui, évidemment, il était plus facile de s'entretenir. Donc, il y a toujours un public qui est plus difficile à faire participer et à consulter, qu'on a eu que partiellement. Merci pour ces précisions. Vous parliez à un moment de restitution via un webinaire et puis de documents en open source. J'en profite pour poser cette question de Brigitte Play qui dit « Méthodologie d'inversion des rôles et de prise en compte de la parole admirable. Je suis intéressée par le webinaire mentionné. Est-ce qu'il est sur votre site ?» Il est pas sur notre site, mais il est sur nos réseaux sociaux. Enfin, pour l'instant, le lien n'est pas fait, mais il y aura une restitution donc, du projet avec Famille Rurale sur les conditions de travail des aides à domicile le 29 mai de 10h30 à 12h30. Donc, les fédérations qui ont participé seront présentes aussi. Et voilà. Donc, vous pouvez suivre notre LinkedIn pour avoir les informations et le lien quand ce sera le moment. D'accord, le 29 mai en ligne, donc. Oui, en ligne, oui, bien sûr. Je retranscris la question de Monsieur Lecoutre. Quels outils nous proposez-vous pour améliorer notre posture de MJPM? Oui, alors en plus, voilà, monsieur a participé à cette évaluation parce que, comme le disait Sophie, l'évaluation, c'était que sur du volontariat. Donc, à la fois, c'est un biais, mais en même temps, c'est facilitant. Donc, tant les mandataires qui étaient issus soit de services, soit de mandataires individuels, étaient volontaires pour participer, et ainsi que les majeurs protégés. Et l'enjeu, enfin, ce qu'on a bien vu sur la posture, c'est l'enjeu de la formation. Par exemple, animer des ateliers collectifs en design, c'est vrai que ça s'improvise pas et qu'il faudrait pouvoir développer plus de formation. Il y a plusieurs rapports interministériels qui ont pointé justement cette posture et qui est pas toujours très très agréable, mais qui est commune, je pense, à l'ensemble du travail social. Je reprenais le rapport, je peux reprendre rapidement le rapport de la mission interministérielle de Anne Caron-Déglise, donc qui est une magistrate qui a travaillé sur l'évolution de la protection juridique des personnes, parce que c'est vrai que la difficulté d'une mesure de protection, c'est la juste mesure entre protection et respect de l'autonomie. Et ce que disait Anne Caron-Déglise, alors je cite pour pas que tout le monde me tombe à bras raccourcis, donc ce que disait la mission, c'est que la mise en œuvre des mesures est empreinte d'une culture paternaliste de la protection qui, au nom de l'intérêt général, peut introduire des formes de négation de ce qu'exprime, souhaite ou refuse la personne protégée. Donc, ce sont des mots très très forts issus de la magistrate qui a accompagné ce rapport de mission, et que c'est vrai que c'est une tension éthique
perpétuelle entre protection des personnes et respect des libertés individuelles. Donc c'est pour ça qu'aussi dans le cadre de ce schéma, l'idée est bien de travailler sur ces questions, et la formation, enfin, et je fais un peu parallèle avec l'intervention première, c'est bien au sein de la formation qu'on mesure la dissymétrie de la relation entre le majeur protégé et le mandataire, comme dans toute relation d'aide. Et oui, et la notion de, oui, elle parlait de la relation de confiance, et ce qui a été repéré aussi, c'est la différence de la définition de la relation de confiance. C'est vrai que la relation de confiance, c'est un peu l'alpha et l'oméga de toute relation d'aide, mais finalement, lors de cette évaluation, peut-être Sophie, vous voudriez compléter, qu'il y avait bien une différente acception de ce qu'est la relation de confiance, et que peut-être c'est ce postulat-là d'écart entre les acceptions, entre ce qu'est la participation, ce qu'est la relation de confiance, qui fait qu'à un moment donné, ça doit bousculer les postures. J'en profite avant que Sophie s'exprime, peut-être pour poser la question de Kamel Gaoual, qui recouvre cette thématique. Comment cette démarche a-t-elle été perçue par les MJPM? Accueil favorable, défiance? Sentez-vous qu'il y a une évolution dans la relation entre les MJPM et les majeurs protégés concernés par l'expérimentation? Je réponds juste de mon côté avec les personnes qu'on a rencontrées, mais à l'image de Monsieur Lecouteux qui est là aujourd'hui, qui nous écoute et qui demande comment améliorer sa posture. On a eu des mandataires qui avaient parfois conscience des biais et du fait que la relation est par essence déséquilibrée, puisqu'il s'agit d'une relation de contrainte et que voilà, on a un professionnel face à une personne qui a des difficultés, des restrictions et tout ça. Donc, on a eu des mandataires globalement très conscients et très en recherche de solutions aussi pour améliorer leur relation avec les majeurs, qui ont été, moi je trouve, très à l'écoute lors des ateliers notamment, et très à l'écoute de la subtilité, de la sensibilité des solutions ou des idées proposées par les majeurs. Donc j'ai pas trouvé de défiance personnellement dans les personnes rencontrées, mais parce qu'évidemment elles étaient d'accord pour nous recevoir. Voilà. Après, il y en a probablement dans ceux qui n'ont pas souhaité nous rencontrer, par exemple. Mais bon, voilà. Enfin, il y a quand même des démarches menées par les associations de questionnaires de satisfaction. Enfin, les MJPM se questionnent sur comment faire mieux, comment accompagner mieux, probablement comment éviter les situations catastrophiques aussi. Et donc, ils nous ont aussi partagé leurs difficultés, notamment, par exemple, à faire des questionnaires de satisfaction qui soient remplis, accessibles, compréhensibles, et du temps manquant pour mener ces actions d'évaluation de leurs pratiques en plus de toutes les missions qu'ils ont déjà. Donc non, plutôt un accueil favorable, et un accueil favorable parce que finalement c'est de l'ingénierie en plus sur une question qui les préoccupe. Donc voilà. Et donc juste pour compléter avec Monsieur Lecouteux, je pense que les outils du coup, et notamment le guide, ne sont pas forcément parvenus aux personnes qui ont participé, et qu'on peut l'envisager. Au moins la diffusion du guide, voilà, avec toutes les précisions du fait que c'est un guide qui est amené à évoluer, à être complété, et que c'est vraiment un outil de travail, mais je pense qu'il y a des postures intéressantes enfin des choses intéressantes à lire, et on avait travaillé, j'ai pas précisé, mais dans ce projet on a associé une psychologue qui travaille auprès des personnes protégées notamment, et auprès des personnes qui ont des déficiences et des handicaps. Et elle nous a beaucoup aidé à analyser et à formuler aussi des conseils sur comment je peux, moi en tant que mandataire, poser des questions pour m'assurer que la personne est à l'aise pour me parler, qu'elle est vraiment dans des conditions qui permettent la participation. Et du coup, je pense que enfin voilà, il y a une partie dans ce guide de questions à se poser en tant que mandataire, conseil des majeurs, et comment évaluer que cette partie a vraiment été faite en concertation et en pleine participation. Donc ça, on peut le partager. Il y en a probablement qui se diront qu'ils font déjà les choses et qu'ils ont 1000 autres astuces.
mais je pense qu'on peut partager ce guide au moins à vous qui avez donné de votre temps dans cette étude. Oui, pour compléter sur la posture, parce que c'est vrai que les personnes, et notamment les mandataires, étaient volontaires et volontaires aussi pour donner à voir les difficultés, les manques, etc. Et donc voilà, il faut les saluer, hein, les doutes et donc bien une envie d'améliorer effectivement les postures, les conditions et puis l'image, hein, parce que c'est vrai que le métier de mandataire souffre quand même d'une image pas très positive et que c'est un métier qui effectivement pose toujours cette question. Alors on parle de questions éthiques, de questions juridiques entre voilà, je dois protéger une personne, mais en même temps, je dois respecter ses droits et ses libertés, et que ça pose tout le temps des questions, des questions de tension éthique sur ces deux points, des questions de partenariat, parce que c'est vrai que les mandataires, on le disait, sont confrontés aussi au même titre que les majeurs protégés, à des situations où il y a un déni des droits des personnes protégées, et des fois ils sont obligés de faire des contournements pour que finalement la personne perde pas ses droits, quoi. Donc et qui ne sont pas dans le mandat. Donc on voit bien que c'est pas si simple, c'est-à-dire qu'il y a l'article 415 du Code civil que je vous ai cité, mais finalement dans la pratique c'est un peu compliqué. Et je voulais ajouter aussi que, alors moi je repense aux ateliers collectifs, hein, avec un principe de effectivement une voix, une parole, un respect des uns et des autres, et c'était hyper riche parce qu'en fait il se passait plein de choses finalement dans des services ou avec des mandataires individuels. Chacun a développé beaucoup d'idées très riche, très ludique, très intelligente, et que du coup ça a aussi l'avantage d'avoir mis un peu tout ça en synergie, et que les gens se parlent. Il y avait même des petits conseils, je veux dire, entre majeurs protégés, notamment pour le microcrédit. Moi je fais comme ça, oui tu devrais faire comme ça. Donc du coup c'était, on voit bien que cette espèce de forum finalement est très pragmatique, opérationnel et a convenu à tout le monde. Et en plus, alors j'insiste sur la question de l'accueil et de l'organisation, un peu une convivialité, de quelque chose de confortable pour tout le monde, de pas se sentir jugé. Et ça, c'est souvent un aspect qu'on met de côté. Et j'insiste, si on veut que ça marche, il faut aussi à un moment donné mettre des ingrédients de convivialité et d'accueil positif. Corinne Daran dit « La convivialité est un format décalé, la base de toute démarche participative. » Et Corinne Barrère nous remercie pour cette matinée, intervention intéressante et éclairante.